Alors Jacques Fournier, on vient de visiter comme ça la Maison de la Poésie avec cette salle Oui. qui est assez unique, hein, puisque il y a combien de places? 75 places maximum. Ça va? Ça Un se passe bien. des cadreurs qui adore la poésie. Oui, oui, oui. On voit souvent Guillaume chez nous. Bah oui, Guillaume. On s'assied. Oui. Profitons-en. Donc, vous dirigez cette maison de la poésie depuis son origine, hein, de 11 ans, 2002, bientôt, 11 ans. février, ouais. C'est quand même assez extraordinaire. Enfin, il n'y en a pas 50 000 des maisons de la poésie en France. Non, hélas, il n'y en a pas assez. Il y a, on va dire, une vingtaine de lieux en France qui peuvent se définir comme étant des maisons de poésie, que ce soit à Marseille, Avignon, qui sont les plus anciens, Montpellier, Rennes, Nantes, Paris, et d'autres, hein, Poitiers, etc. Une vingtaine de lieux. Mais cette maison, elle a une grande particularité ici, c'est que c'est une volonté politique. Toutes les autres maisons de poésie en France sont des associations, des volontés d'associations, de collectifs, etc. Ici, on est en régie directe et on dépend de la direction de la culture de Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est une vraie volonté politique d'inscrire la poésie dans la culture de la cité. Il y a une raison historique. Hein, oui. C'était Roland Nadeau qui présidait. Ancien maire de Guyancourt, ancien président de Saint-Quentin, qui est poète lui-même. Voilà, et ami de la maison et régulièrement présent ici pour nous soutenir aussi. Alors c'est une chose formidable et en même temps, est-ce que ce n'est pas une contradiction au fond, une institutionnalisation de la poésie? On a toujours l'impression que la poésie, c'est quelque chose qui est un peu contre les institutions, contre l'ordre établi. Ah bah c'est le grand débat avec les poètes. Pourquoi des lieux et à quoi ça sert des lieux? On n'arrête pas d'en parler avec nos collègues. C'est vrai qu'on se pose la question, mais je dirais à la limite, pourquoi pas? C'est bien d'être dans la place. Bien sûr. Et de défendre notre présence dans cette place au milieu des autres formes de... Il faut savoir que la poésie est quand même la plus ancienne forme de création au monde. Il n'y a pas de raison de ne pas être soutenu par des institutions sous prétexte que voilà, les poètes, oui, dissidents, oui, révoltés, oui, bien sûr, ça n'empêche pas la révolte. Vaut mieux être à l'intérieur de la citadelle pour en parler. Parce que quand on est dehors, on ne nous entend pas. Est-ce que, en tant que directeur de la Maison de la Poésie, vous avez une liberté absolue Ah oui. Vous avez des contraintes? Ah bah la contrainte, elle existe, puisqu'il y a une politique culturelle forte sur Saint-Quentin qui s'affirme de plus en plus, et on est tout à fait favorable à cela. D'abord, bon, je suis fonctionnaire de la poésie, comme je dis ici en m'amusant, mais pour ce qui est de la programmation, c'est liberté totale. Ouais. Et j'ai toujours défendu cette liberté, je défendrai cette liberté, c'est-à-dire que voilà, quand je suis arrivé ici, personne, entre guillemets, je dis ça souvent sous forme de boutade, ne savait quoi mettre dans cette maison. Moi, je suis arrivé avec un dossier, je n'ai pas fait le tiers de ce que j'ai envisagé dedans. Et j'ai fait tout ce que je voulais faire. Et donc, il y a encore plein de choses à faire. Par exemple, de défendre des résidences d'écrivains, des résidences de poètes sur le territoire. On est en train de travailler à cela. Comment on fait? Alors, on l'a vu, quand on est entré dans cette maison, elle est au cœur de la ville, enfin, au cœur de Guyancourt, hein, dans un quartier un peu commerçant, il y a un pharmacien, il y a à côté. Comment on fait pour attirer la population? Est-ce qu'il faut, je sais pas, est-ce qu'il faut la pâter? Est-ce qu'il faut vous commencer par des choses faciles pour l'amener vers du plus compliqué? Moi, j'ai un principe sur cette maison, c'est je dis simplement, je ne veux pas remplir la coquille pour le plaisir de la remplir. On travaille énormément hors les murs. On travaille avec tous les partenaires possibles sur le territoire de Saint-Quentin et même au-delà avec le soutien du Conseil général dans le cadre du festival Poésie Yvelines, la semaine des poètes. C'est-à-dire qu'on est partout. Je mets des poètes partout. On a mis des poètes dans des salons de coiffure, dans des clubs de sport, dans des braderies. Voilà, on est dans la rue. On fait en sorte que les poètes soient à l'extérieur et que toute personne un jour se dise « Tiens, j'ai entendu un poème dans ma vie ». Et c'est ça que je veux. Je ne veux pas faire des chiffres ici en disant on a rempli à 90%, à 100% nos spectacles, nos soirées, etc. Non, le but c'est que les gens rencontrent, les habitants de Saint-Quentin et des environs et ailleurs, rencontrent un jour dans leur vie la poésie, le poème et le poète. C'est une sorte d'utopie que de vouloir faire en sorte que la poésie soit entendue par tous. Ben, sans cette utopie, on ne vivrait pas, et sans cette utopie, je ne ferais pas ce boulot-là. Vous êtes vous-même, on va parler un petit peu de vous, enfin, poète. Vous êtes d'abord un enseignant, hein, oui, au départ. 20 ans vous êtes breton d'abord? Breton, oui, mais voilà, breton têtu, oui aussi, oui. Il un faut, beau croisement de breton et de bourguignon, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Ouais. Comment vous êtes venu à la poésie? Qu'est-ce qui vous a... L'amour. Ouais. Quand on est adolescent, on est amoureux, alors on écrit des poèmes. On écrit des poèmes, voilà. Et puis mes profs. Pour draguer, donc. Ah non, pas pour draguer. Non, même pas. Moi, c'était même pas pour draguer, c'est pour donner une sorte d'état des lieux. Et surtout mes profs. J'ai eu 2 enseignants au lycée, M. Wartel et M. Antoine, que je remercie tous les jours de m'avoir mis devant un poème
et de m'avoir mis le pied à l'étrier. Et un autre enseignant que j'ai rencontré quand j'étais à l'école normale, à Douai, c'est Pierre Herland, qui est poète lui-même. Et ces gens-là, je les remercie tous les jours de m'avoir fait, voilà, de m'avoir aidé. On se fait dans sa vie, on se fait enfant, on se fait adolescent, avec tout ce que l'on vit, on ne va pas rentrer dans le détail. Voilà, et la poésie a été pour moi un refuge. Donc j'ai lu, j'écumais la bibliothèque du quartier, je trouvais des livres, je ne comprenais pas tout, j'écoutais des choses. J'avais des profs, moi, qui me faisaient écouter, ils nous faisaient les bandes-sons des booms avec des gens comme Léo Ferré, Jean Ferrat, Jacques Brel, et on dansait là-dessus. On ne dit pas, ça rentre. Ça rentre, oui. Donc, ça fait rentrer des textes, ça fait rentrer Verlaine, Apollinaire. Bien sûr. Voilà, donc voilà, c'est le bain que j'ai eu, moi, adolescent. Et puis après, avec les copains, lancer une petite maison d'édition. Vos premières émotions, enfin, les premiers poètes que vous aimez, et ceux qui sont encore aujourd'hui dans votre panthéon. Paul Éluard. Paul Éluard. Pendant des années, je me promenais avec un recueil de Paul Éluard sur bois. Je suis incapable de retenir un poème, je n'ai pas de mémoire pour ça. Mais je lisais, j'ai beaucoup lu Paul Éluard. Alain Bosquet pendant très longtemps, qui est un personnage un peu oublié maintenant, qui était une sorte de parent rond de la poésie, très parisien, mais avec des œuvres très belles, et des romans aussi magnifiques. Une Mérus, c'est un livre magnifique. Voilà, c'était les deux, un peu mon panthéon, mais il y en a plein d'autres. Donc une poésie contemporaine, enfin... Oui, c'est très 20e. Moi, je suis 20e très siècle, en tout cas, oui. Oui. J'ai beaucoup de mal avec la poésie 19e. Je me plonge dedans. Là, j'ai fait un montage de lecture, par exemple, pour Daniel Mesguich, au domaine de Madame Elisabeth, et un autre montage pour Marie-Christine Barrault, une croisière qu'on a faite sur la Seine. Ça m'a permis de me plonger dans la poésie du 19e siècle. Donc d'aller rechercher des choses, des textes chez Lamartine, chez Hugo. Oui, qui est considéré plutôt comme comme le grand siècle de la poésie. Enfin, avec C'était le grand siècle de la poésie. Mais le 20e siècle a été un siècle remarquable. Oui. Parce que justement, mais le 20e est remarquable. Le 20e est remarquable parce que justement, il y a eu cette explosion, mais cette explosion complètement en phase avec le quotidien, l'histoire. La guerre 14-18 a donné naissance à Dada et au surréalisme. La guerre 39-45 a donné naissance aux poètes de la résistance. Segers n'aurait pas été Segers s'il n'y avait pas eu la résistance. Et le travail qu'a fait Segers avec les poètes du XXe siècle n'aurait jamais été ce qu'il a été. Et l'engagement des poètes dans ces guerres-là, et on l'a vu aux États-Unis aussi dans les années 50 avec la Beat Generation, l'engagement dans les années 60-70 des poètes contre la guerre du Vietnam, l'engagement des poètes algériens. On a publié une anthologie de poètes algériens contemporains, on a produit une lecture de textes de poètes qui ont fondé la poésie de langue française en Algérie, les poètes des années 50 et des années 60. C'est incroyable le travail qu'ils ont fait. Des gens comme Jean Sénac sont complètement en phase. Et le XXe siècle est un grand siècle de la poésie. Et vous parlez de Segers. Est-ce que des gens comme Segers, qui ont fait énormément avec les collections poètes d'aujourd'hui, etc., est-ce que ça ne manque pas aujourd'hui? Alors, il y a beaucoup de revues, il y a quelques 350 revues de poésie. Il y a une vie très riche, incroyable, oui, très riche. Mais qui reste dans un cercle un peu restreint. C'est vrai que Segers, il a eu ce mérite-là. Oui, mais il a eu ce mérite, mais est-ce qu'il vendait beaucoup? Non, peut-être pas. Pas plus que les éditeurs de maintenant. On en parle beaucoup a posteriori, avec du recul. On se dit, ouais, c'était important, c'était bien. Il y a des maisons d'édition qui font un travail remarquable. Le Bruit des autres, les éditions du Dé Bleu, qui ont été dirigées par Louis Dubo pendant plus de 35 ans, a fait un travail remarquable de découverte de jeunes poètes et d'affirmation de poètes. Quelqu'un comme Pierre Autin-Grenier a d'abord été publié au Dé Bleu, par exemple. Quelqu'un comme Valérie Rousseau, qui maintenant est une des voix les plus importantes de la poésie contemporaine. Sophie Loiseau, qui est publiée chez Flammarion. Ce sont des gens qui sont passés dans des maisons qui les ont fait émerger. Après, le travail de Gallimard, de Flammarion, de Mercure de France, c'est d'entretenir ça. Voilà. Mais ce travail existe encore, on en parle moins, parce que ce n'est pas médiatisé. Mais Segers n'était pas médiatisé, on n'en parlait pas. On n'en parlait pas. On n'en parlait pas. On était, nous, à l'affût de tous. Voilà, on allait chercher des livres dans les bouquineries, mais on n'en parlait pas. Mais maintenant, il existe des dizaines et des dizaines de maisons d'édition. Et je ne parle que des Françaises. On peut aller en Belgique, en Suisse, au Québec. C'est impressionnant. Oui, c'est vrai que ça fourmille. Mais oui, ça fourmille. Vous-même, vous êtes publié? Oui, j'ai quelques petites plaquettes, voilà, que j'écris très peu. Je suis un gros feignant pour ça. Donc, non, je ne prends pas le temps d'écrire. Je m'occupe trop de la poésie des autres. Est-ce que c'est pas un frein, justement? Si, c'est un frein à la création.
Oui, c'est un frein à la C'est un création. énorme frein. Il y a le temps, mais il y a peut-être aussi le fait voilà, les autres. Est-ce que c'est impressionnant aussi parfois? Non, parce que moi j'écrivais, je lisais beaucoup, contrairement à beaucoup de poètes que disait Louis Dubost. Il faut déjà que les poètes lisent les poètes et les maisons d'édition seraient très riches. C'est vrai. Oui, les poètes ne lisent pas les poètes. Moi je lisais les poètes et j'écrivais, j'avais aucun complexe. J'aurais pas plus de complexe maintenant. Disons que je n'ai plus cette veine-là. Je m'occupe beaucoup des autres, je fais des notes de lecture, je fais des articles, j'interviens dans des colloques. Voilà, je parle de la poésie des autres. Je ne mets pas du tout la mienne en avant. J'ai publié 4 petites plaquettes de poésie avec beaucoup de plaisir chez de bons éditeurs en plus. Voilà, mais ce n'est pas dominant dans mon travail. Voilà. Est-ce qu'il y a des jeunes gens qui viennent vous voir en disant voilà, j'écris ça Oui, on a pas qui viennent nous voir, pas trop, mais on reçoit par mail beaucoup des propositions, des textes. On conseille. Moi, on est un centre de ressources déjà ici. Oui, on est une bibliothèque. On peut vous écrire, voilà. Complètement. Moi, je réponds. J'ai un principe, c'est que je réponds. Peut-être pas dans la seconde, mais je réponds. C'est-à-dire qu'on accompagne des poètes. Par exemple, on a accompagné une jeune poète qui habite dans les Yvelines, qui s'appelle Lydia Padelec. On l'a soutenue petit à petit en lui donnant de plus en plus la parole. Un de ses livres a été publié aux éditions Le Bruit des Autres, qui n'est pas la dernière maison d'édition en France. Et son livre est sélectionné pour le prix Poésie Vide des collégiens que nous organisons dans tout le département auprès des collégiens. Voilà, donc on fait un travail de soutien comme ça. Je pense à quelqu'un comme au collectif Uppercut, qui sont issus de la scène slam. On ne va pas évoquer le slam ici parce qu'on en a pour 2 heures. C'est de la poésie ou pas? Non, c'est une forme. Sûrement pas. C'est surtout pas. C'est une prise de parole et c'est très bien. Après, donc ils sont issus de cette scène-là et on défend leur travail. C'est vrai qu'il y a cette confusion. C'est bien que vous le disiez parce qu'il y a parfois dans le public une confusion entre voilà. Pourvu que la poésie, c'est pas une forme. C'est surtout pas une forme. On en revient à ce qu'on disait chez Mouboucher, tout le monde pense que ça rime et que c'est de la poésie. Voilà, ça fait pas le poème. Ça fait pas le poème. Il va falloir se quitter malheureusement. Hélas. Ça fait un peu plus de 10 ans donc que vous êtes à la tête de cette maison. Il vous faudrait combien de temps pour arriver à ce que vous voudriez faire Je crois que ma vie n'y suffirait pas. Donc vous êtes là pour longtemps encore là. Ça, j'en sais rien. C'est pas vous qui décidez. C'est pas moi qui décide. Quoique, quand même, je décide quand même de mon avenir. Non, je crois qu'on a toujours des choses à faire et puis il faut toujours remettre le couvert, quoi. Il faut remettre l'ouvrage sur l'établi et retravailler auprès des différentes personnes que l'on rencontre, les convaincre. Parfois on en oublie. On travaille énormément dans le milieu scolaire, on n'en a pas parlé. On accompagne une vingtaine de projets dans l'année, de la maternelle à l'université, mais il faut renouveler toujours auprès des jeunes, mais aussi auprès des adultes. Et ça, c'est tout notre travail ici, c'est ça qui fait la passion de ce métier. Merci beaucoup, Jacques Fournier. Merci, Patrice.